discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afroécologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Pour poursuivre nos portraits de véganes noirs, j'ai le plaisir d'accueillir Mélodie de Maylove. Bonjour Mélodie. Coucou. Pour commencer cet entretien, je voudrais te demander comment est-ce que tu te décrirais et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je me décrirais comme une meuf engagée, tout simplement. Et dans la vie, je crée des recettes pour aider les gens à manger local, de saison et surtout sans produits issus de l'exploitation et de la souffrance animale. Donc, que des recettes végétales. Au cas où, tu vois. Comment est-ce que tu définis ton alimentation? Est-ce que tu te définirais comme végane, afro-végane, haïtal? Quel mot est-ce que tu utiliserais? Ou est-ce que tu utiliserais des mots même? Je dirais que j'ai une alimentation végétalienne parce que je suis antillaise de Martinique. Mon père est martiniquais. J'ai grandi en Martinique et ma mère est guadeloupéenne. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 22 ans. Donc clairement, ce que j'ai mangé, il y avait les saveurs des Antilles, quoi. Donc c'est ma culture à fond. Mais comme je fais des recettes locales et de saison et que j'habite dans l'Hexagone, donc je mange pas forcément des choses qui ressemblent à ma culture parce que j'ai pas accès aux fruits et légumes et compagnie, même si on peut retrouver surtout dans le salé les épices, la façon de cuisiner, elle reste là, mais c'est pas forcément une cuisine qui sera dans mon quotidien dans l'Hexagone labellisée ou de prime abord comme ça afro-végétal. Et puis surtout, je me ferme pas que à la cuisine de l'Hexagone. J'aime bien découvrir un petit peu de tout. Donc, je dirais que même si moi, je suis clairement antillaise, ce que je mange, c'est juste du végétal. Avec la petite touche qu'on va certainement voir poindre des Antilles, mais qui sera pas toujours évidente si je suis pas aux Antilles. D'accord, donc tu prioriserais toujours le local, donc si t'étais dans un autre continent, ce serait autre chose. C'est ça, c'est pour l'écologie. Quand est-ce que tu es devenue végane du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? J'ai commencé à déconstruire le rapport que on a dans cette société avec les animaux non humains, particulièrement en 2016 à peu près. Et en fait, comme j'ai pas vraiment fait exprès, c'est parce que j'ai vraiment un peu fait des études dans la recherche, donc j'ai appris à lire des articles de recherche. Alors c'était des mathématiques, mais c'est plus pareil. D'ailleurs, c'est les sciences aussi, tout ça, l'alimentation et compagnie, la politique, les sciences sociales. Et en fait, c'est vraiment de fil en aiguille. Ça a commencé à me passionner parce que je faisais des recherches sur l'alimentation. Au fur et à mesure, j'ai découvert le véganisme, pas juste le végétalisme. Et ça m'a fait forcément déconstruire à force de s'éduquer sur un sujet. Ça finit par un petit peu débloquer tout ce que la société avait mis de force dans mon crâne en essayant de me faire croire que c'était naturel. Et j'aurais du coup du mal à dire combien de temps. Enfin, je sais que ça m'a pris entre un an et demi à peu près, je dirais. Même si on n'a jamais fini de déconstruire, j'ai toujours pas fini de déconstruire, mais pour que je puisse vraiment dire que j'ai vraiment zéro envie, que je vois tous les animaux non humains de la même façon et que j'ai envie de les respecter, pas de les exploiter, etc. Que je comprenais en fait le principe de respecter leur vie, ça m'a pris à peu près un an et demi. D'accord. Et quand t'as commencé à lire ces articles, donc vraiment au tout début, tu commences à t'intéresser à l'alimentation, qu'est-ce que tu cherchais? Est-ce que t'étais plutôt intéressé par l'éthique animale ou est-ce que c'était la santé? Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir sur l'alimentation en premier lieu? Il y a plusieurs choses, c'est que déjà j'aimais beaucoup déjà créer des recettes, cuisiner, manger. Donc ça m'intéressait vachement de savoir comment
comment m'alimenter pour que ce soit gourmand, pour que ce soit bon. Et j'avais aussi des troubles du comportement alimentaire, comme beaucoup de femmes. Donc, je voulais absolument savoir, même si c'était un petit peu sous couvert de santé, mais je voulais savoir un petit peu ce qui était bon au niveau des calories, des nutriments, les macronutriments, etc. Et l'idée, c'était un petit peu de trouver, quelle alimentation avoir pour être en meilleure santé, mais de façon que pour moi, pas pour la planète ou pour les animaux non humains. Et c'est vrai que comme il est prouvé qu'une bonne alimentation, c'est une alimentation où on réduit les produits d'origine animale par rapport à ce qu'on consomme actuellement. Forcément, je suis rapidement tombée sur des articles qui parlaient de l'alimentation végétale parce que qui dit réduire les produits d'origine animale pour être en bonne santé, ça veut forcément dire qu'il faut maîtriser quelques repas végétaliens. Et comment est-ce que d'un végétalisme qui était plutôt orienté vers santé, tu as dit troubles du comportement alimentaire, réfléchir à ce que tu mettais dans ton corps, comment est-ce que tu es passé à ça, à t'intéresser au spécisme? Mais j'ai pas fait exprès, c'est parce que forcément, en m'intéressant au végétalisme plus pour pouvoir justement avoir une alimentation qui est simplement un peu plus végétale, avec simplement un tout petit peu moins de produits d'origine animale pour être en meilleure santé, j'ai lu des articles sur le végétalisme, le véganisme, etc. Et tu sais, c'est de fil en aiguille. Et puis je parle d'articles, mais c'est aussi beaucoup de personnes qui en parlaient, qui citaient leurs sources. Et déjà, quand tu commences à écouter une personne, ou je sais pas, si c'est sur YouTube une vidéo, t'en as une deuxième, une troisième. Quand tu lis un article, l'article forcément, quand il source le fait que en ayant une alimentation végétalienne, on a prouvé que t'es en meilleure santé ou je sais pas trop quoi. Et il y a d'autres liens. Et en fait, les autres articles qui sont cités, ce sont des articles qui parlent aussi du végétalisme, mais qui abordent la partie spécisme. Voilà, par curiosité en fait, et puis surtout j'étais un petit peu sidérée, je pense. C'est pour ça que je continuais à lire, parce que pour moi c'était évident que on nous aurait pas menti à ce point, tu vois. Si on mangeait de la viande, c'est que c'était essentiel, que c'était le mieux. Et puis même si j'avais jamais réfléchi en me disant c'est sûr et certain que les animaux sont inférieurs à nous, mais il y avait une nécessité. Et donc j'étais un petit peu, je pense, fascinée de façon horrifiée, bien sûr, de lire tout ça et de découvrir tout ça. Et à chaque fois, en fait, j'espérais un peu que l'article suivant allait prouver que c'était faux, tu vois, que non, c'était vraiment essentiel, qu'on avait au moins besoin de un œuf par jour, sinon on allait mourir, tu vois, que c'est pour ça qu'on avait fait tout ça. Enfin voilà. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à au final lire des articles qui étaient exclusivement pratiquement réservés au spécisme, à l'exploitation et à la souffrance animale, et que ça m'a en fait en essayant de me rassurer sur le fait qu'on m'avait pas menti, vu qu'on m'a menti en fait, donc forcément ça m'a fait déconstruire, quoi. Ah oui, je comprends complètement cette impression. Moi aussi, quand j'avais commencé à m'intéresser au véganisme, j'étais émerveillée de voir à quel point tu peux vivre en ayant des certitudes qui proviennent d'un mensonge général. Et je suis pas du tout dans les théories du complot, hein, mais c'est quand tu commences à t'intéresser sur le sujet, c'est assez dingue de te dire que on a tous pensé la même chose pendant des années. Et tu as mentionné tes troubles du comportement alimentaire, et je sais que t'en parles un peu aussi sur ton Instagram. Est-ce que la transition vers le végétalisme, c'est compliqué quand on a des TCA, ou est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est empiré? Est-ce que c'est pareil? Alors pour moi et pour la plupart des gens, en fait toutes les personnes en réalité que je connais qui sont devenues véganes, c'est bien mieux en fait. C'est peut-être pas la seule chose qui m'a sauvée de mes TCA, mais ça a contribué en grande partie à me sauver de mes TCA, tout simplement parce que lorsque ce qu'on a dans l'assiette est aligné avec nos valeurs, on est forcément plus épanoui en fait. Et ça m'a vraiment aidé le fait que ce que je mangeais, il y avait plus de dissonance cognitive, même parce qu'on se rend, évidemment quand on est en dissonance cognitive on le sait pas, mais le fait voilà de savoir que je mangeais quelque chose et qu'il y avait beaucoup plus de compassion, comme j'ai dit que c'était aligné avec mes valeurs, j'avais beaucoup plus de plénitude avec mon alimentation, et petit à petit mes TCA sont partis, pas que pour ça je pense, mais voilà, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que sans ça en tout cas j'aurais pas réussi, et
évidemment, si on ne fait pas le chemin de déconstruire, c'est-à-dire que si on ne mange pas de produits d'origine animale parce qu'on se restreint et pas parce que on a accepté le fait que, enfin, on a compris enfin que c'était pas de la nourriture, ben voilà, quand c'est une restriction, ça va augmenter les TCA. Si c'est parce que je sais pas, il y a pas des gens qui se disent je mange pas oh là là, le fait de pas manger du chat, ça me fait des restrictions alimentaires. Non, parce que on n'a jamais mangé de chat, on n'a jamais considéré que ça faisait partie des aliments, donc c'est pas une restriction. Donc moi j'ai pas une alimentation qui est restrictive parce que je suis végane et pas végétalienne ou enfin juste plant-based, tu vois, je pense que ça se traduit par végétalienne. Je suis assez d'accord. Enfin, je veux pas faire l'apologie du véganisme comme médicament parce que toutes les expériences sont différentes, mais bon, j'en avais pas encore parlé sur mon blog, mais j'ai eu pas mal de TCA aussi, et je sais que c'était mon expérience également, dans le sens où ça a amélioré les choses. Aussi parce que, en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de TCA sont dus à des violences qui sont arrivées avant, en tout cas pour beaucoup de femmes, j'ai l'impression. Peut-être pas tout le monde, mais pour beaucoup de gens, c'est des violences qui sont arrivées avant. Je trouve que ça m'a donné un contrôle ou un moyen d'agir sur le degré de violence que j'accepte dans ma propre vie. Ça te donne une espèce de... je sais pas, moi ça a fait quelque chose d'assez positif sur l'estime que j'ai de moi-même et de à quel point je peux décider de laisser la violence entrer dans mon quotidien ou pas. Oui, je suis totalement d'accord. C'est le fait d'avoir de la compassion. Et puis aussi, tu vois, je pense qu'il y a cet aspect de te dire que comme tu as de la compassion pour les autres, il faut aussi... tu peux aussi en avoir pour toi parce que voilà, on est aussi des animaux. Enfin, vraiment, pour moi, c'est vraiment lié. Et la seule chose qui fait que quand on a des TCA, parce que pour moi, avoir des TCA et être végétalien, oui, c'est dur parce que encore une fois, c'est pas vegan en fait. C'est pas parce que tu considères pas que c'est de la nourriture. Et la seule chose qui peut t'empêcher en ayant des TCA d'être vegan, c'est que pour déconstruire, tu as besoin d'avoir de l'espace mental. Ça demande, c'est comme tu as dit, c'est assez violent en fait de découvrir tout ça. Et c'est pas une question de théorie du complot parce qu'en réalité, c'est pas vraiment caché. C'est pas comme si les scientifiques ils sont pas d'accord sur ça. C'est juste que ce qu'on entend, c'est les lobbies de la viande et compagnie. Mais il y a pas de complot en réalité sur toutes ces choses, sur le spécisme, le racisme, le sexisme, on le sait, mais c'est juste que ceux qui dirigent en fait et ceux qu'on entend, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Donc pour moi c'est même pas une question de complot, c'est juste que quand tu écoutes la voix générale mainstream, tu es dans cette culture et c'est ce qui fait que tu sais pas tout ça et qu'après ça te fait un choc en fait de découvrir la vérité quoi. C'est ça demande de la recherche. Ça demande de fouiller. Et quand tu as fait toutes ces découvertes, du coup, donc t'as passé 1 an et demi à faire beaucoup de lectures, à faire tes recherches, est-ce que tu as partagé ces découvertes-là avec ton entourage? Est-ce que t'en as parlé? Donc moi j'habite dans l'Hexagone et mes parents sont en Martinique. Et honnêtement, je pense que comme ça m'a pris beaucoup de temps, il n'y a pas eu... alors j'en ai parlé, mais c'était pas pour eux, c'était pas vraiment choquant. Pour plusieurs raisons. Premièrement parce que ça m'a pris du temps, donc j'étais aussi en mode je partage à chaque fois et j'explique. Et tu vois, on est tous là un peu en mode ouais c'est un peu choquant. Et de notre côté parce que je pense que c'est aussi forcément c'est ta famille qui te forge et c'est ta famille. Alors c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très différents de leur famille, mais souvent t'as un petit peu les mêmes avis politiques, les mêmes courants de pensée que ta famille. Et c'est vrai que je pense que moi c'est cette envie en fait. De justice ou d'égalité, ça vient beaucoup de mes parents et c'est ce qui fait que ça s'est assez bien passé. Ils sont pas voilà, mais forcément ils ont pas lu tous les articles comme je le dis, il faut beaucoup d'espace mental, c'est aussi un luxe de pouvoir déconstruire en fait. Ils ont pas forcément toute cette place. Enfin, c'est cet espace mental de libre pour pouvoir le faire, donc ils sont pas autant déconstruits que moi, mais ça résonne quand même en eux ce que je dis, et j'ai jamais eu aucune objection dans ma famille, au contraire en fait. Et comment est-ce que tu décrirais la place de la viande et des animaux dans les Antilles, puisque tu as grandi là-bas? Ah ben c'est une place capitale, mais très violente, comme on disait tout à l'heure, et aussi paradoxale, ambiguë, ambivalente. Je sais même pas quel mot utiliser tellement c'est étrange. Mais on sait très bien, par exemple, en Martinique, je pense aussi, je pense aussi en Guadeloupe, parce que en fait parfois c'est un peu compliqué parce que ma mère est guadeloupéenne, mais
ben, comme elle a vécu en Martinique beaucoup depuis qu'elle a 20 ans, parfois je sais pas trop ce qu'on faisait à manger, si c'était que de la Martinique ou si c'était Martinique-Guadeloupe. Mais en tout cas, en Martinique, à Noël, c'est le cochon et on fait tout avec le cochon. Toutes les parties du cochon sont utilisées. Donc on fait évidemment le boudin, il y a les pâtés salés qui sont faits avec les chines, le gras, enfin voilà, plusieurs parties du cochon. Le repas principal, c'est le cochon roussi et en fait, ça fait très paysan par rapport à ce que on mangerait dans l'Hexagone. Si évidemment, tu vois, on sait très bien que les gens regarderaient ça un petit peu en mode mais c'est ça votre repas de fête alors qu'ils ont le chapon, tu vois. Mais on est hyper fiers parce que ce cochon que personne ne veut, dans pratiquement aucune culture, aucune religion, c'est le cochon qui est mis en avant, on le sait, et même s'il est parfois interdit, mais ce cochon, on en est super fiers justement parce que ben nous, on en a fait quelque chose, quoi. Et on a tout fait, on a tout utilisé et c'est notre repas et voilà, c'est trop fun. Mais le truc, c'est que justement, c'est le cochon pour nous parce que c'est ce qu'on nous a laissé. C'est pendant l'esclavage, en gros, on nous a donné cette viande parce que c'était la moins noble, c'était ce qu'on méritait entre guillemets. Donc c'est pas vraiment notre culture cette histoire de manger du cochon. Donc il y a vraiment ce truc entre le fait que c'est une culture qui nous a été imposée et voilà, d'un côté c'est une culture qui nous a été imposée, donc c'est affreux, et de notre côté, ben il y a cette fierté d'en avoir fait quelque chose. Donc c'est vraiment quand même, je trouve c'est hyper violent. Oui, c'est très très violent et c'est vraiment ce qui est difficile avec les soul food, en général dans les Amériques, c'est que c'est vraiment on t'impose de la merde, t'en fais de l'or, et ensuite on va te critiquer parce que c'est mauvais pour ta santé et c'est violent dans tous les sens. On va dire mais est-ce qu'on avait le choix quoi? Donc tu te retrouves à devoir modifier des choses que tu n'avais même pas décidé dans un premier lieu. C'est ça qui est assez. D'un côté, ça m'a fait hyper mal de me rendre compte que c'était pour ça en fait qu'on mangeait du cochon. Et de notre côté, ça m'a rassuré encore plus sur le fait que c'était pas vraiment ça ma culture, que ma culture ne repose pas sur la viande, le cochon, et enfin, la viande en général, le cochon en particulier, et que si je lâchais ça, je lâchais pas vraiment ma culture, et même pas du tout en réalité, parce que c'était pas ça ma culture à la base. C'est très très juste. Et ça, j'avais eu des discussions avec beaucoup de personnes africaines aussi qui sont devenues véganes, et en fait, on se disait mais on s'approprie beaucoup des problèmes qui sont pas les nôtres. Quand les gens arrêtent pas de dire oui, mais le lait, mais la viande, c'est notre culture. Non, c'est pas notre culture, c'est la culture européenne en fait. Enfin, je veux dire, c'est eux qui ont tout construit sur le lait, le beurre, la viande. Au contraire, c'est très rassurant. Ça veut dire que le véganisme, il est très aligné. Oui, c'est triste parce que le fait qu'on ait vraiment assimilé ce qu'on nous avait posé comme ça au point de croire que limite ben c'est nous les plus gros mangeurs de viande, c'est dans nos gènes ou je sais pas quelle connerie, tu vois, ça c'est vraiment ça fait mal. Mais c'est rassurant parce que en fait les pièces du puzzle s'assemblent quoi. Et du coup, est-ce que tu as réussi, en tout cas quand tu es en Martinique et que du coup tu manges local, est-ce que tu as réussi à conserver ton héritage culturel tout en étant végétalienne? Est-ce que tu végétalises? Est-ce que tu sens que tu arrives toujours à manger des choses alignées avec ton île? T'as déjà un peu répondu, hein, mais je pose la question quand même. Oui, pas de problème. Mais c'est ça. En fait, je rentre en Martinique quand même régulièrement, 1 à 2 fois par an. Alors ça, c'est pareil aussi. Ça a été un long processus parce qu'au début, je culpabilisais vachement par rapport à l'écologie. Et en fait, il y a un moment où j'ai réalisé que je suis française et pas par choix, en fait. Je suis française par histoire et que les départements d'outre-mer, ils sont en outre-mer, que ce n'est qu'un département et que comme tous les Français, j'ai dû quitter mon département pour faire des études, pour construire ma vie. Et il n'y a pas de raison, en fait, que parce que c'est loin, déjà, je dois payer le billet et tout, par rapport aux autres qui peuvent juste aller en voiture ou prendre le train beaucoup moins cher. Il n'y a pas de raison, en fait, que je m'empêche de voir ma famille, ben, que je paye, en fait, le prix écologique, tu vois, pour ça. Et donc je culpabilise beaucoup moins de rentrer, même si quand même j'essaie de rentrer maximum 2 fois par an. Et quand je rentre, tu vois, je rentre assez longtemps. Je pars pas juste, entre guillemets, je rentabilise. Je sais pas, tu vois, j'ai fait un petit compromis avec moi-même. Et c'est vrai que donc je rentre maintenant 2 fois par an sans aucune culpabilité. Je profite bien de mes parents et surtout on profite justement de ça pour
pour manger local, pour manger antillais mais vegan. Donc on végétalise plein de recettes. Tout le monde est hyper content. Tout le monde est hyper content de me donner son avis. C'est même mes parents des fois qui me proposent des idées, qui veulent qu'on teste ensemble. Et on se rend aussi hyper compte que en fait, c'est hyper antillais. Il y a rien qui manque. Il y a vraiment rien qui manque. Il y a même plein de fois où mes parents disent que c'est meilleur. Donc ça c'est hyper cool. Tu vois, on fait le colombo avec du pois chiche. En fait, les épices quoi. Nous c'est thym, bois d'Inde, girofle, piment végétarien. Et voilà, tu fais du blaf, tu fais roussir ton tofu. Et en fait, c'est là, c'est les techniques de cuisson, c'est les épices et tu retrouves tout. On a même fait, alors c'est pas mon idée, mais tu peux, je sais pas si tu vois le corosol, parce que si tu connais certainement le corosol, voilà. Oui, en Haïti, oui. Exactement. Et le corosol, en fait, quand il est vert, tu peux le cuisiner exactement comme le poisson frit qu'on fait aux Antilles. Donc j'imagine que vous le faites aussi en Haïti. Tu savais pas? Attends, ça, non. Eh ben, écoute, moi, j'aime pas trop le corosol parce que je trouve que c'est vite répugnant, en fait. Tu sais, la maturité arrive. Moi, j'aime bien les fruits qui sont pas hyper mûrs. Et le corosol, c'est un fruit qui il passe de vert à trop mûr. Donc, je suis pas hyper fan. Mais du coup, j'ai redécouvert parce que ben justement, tu vois, quand je te disais que c'est mes parents qui sont à fond, c'est ma mère qui m'a envoyé, je sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans quand j'étais rentrée, elle m'a envoyé donc une recette et c'était quelqu'un qui avait dit bon voilà, tu prends du corosol vert et tu le coupes, tu fais mariner pareil que le poisson, tu fais mariner avec oignon, ton petit citron, enfin tout pareil. Et ensuite, encore pareil, tu prends donc tu le coupes vraiment dans les mêmes lamelles. Je sais pas si tu vois le poisson en lamelles comme ça. Ensuite, tu passes dans ta farine, tu fais frire et après, tu fais roussir ton oignon, tu mets dessus, tu attends un tout petit peu et ça te donne une espèce de chair et de goût et de tout, mais un truc incroyable. Et quand on avait fait avec ma mère, on était choqués. Ma mère, mon père, tout le monde choqué, mon frère. Et on s'est dit, bon, on va piéger ma sœur, entre guillemets. Et quand elle allait rentrer, on allait lui proposer de manger ça. Alors, elle savait, en fait, vraiment, tu vois pas ce que c'est, parce que le corosol, c'est tout blanc, et tu retires évidemment les graines. Donc, et quand elle a mangé, elle a dit, oh, mais c'est quoi ce poisson? C'est le meilleur poisson que j'avais mangé, etc. Et voilà, en fait, vraiment, tout le monde, tous ceux qui ont goûté ça, c'est quelque chose, c'est hyper bluffant. C'est bluffant. Franchement, fais une recette et dépose un copyright parce que c'est une technique incroyable. Et merci parce que moi ça me manque les poissons qu'on peut manger sur les plages en Haïti qui sont cuisinés comme tu viens de décrire. Je sais que ça c'est vraiment une des techniques de la cuisine antillaise où je me disais ça me fait mal de plus l'avoir. Trop bien là, tu viens de m'offrir une alternative. Ah franchement, tente et en plus j'y ai repensé parce qu'il y a une semaine, ma sœur qui m'envoie un truc qui me dit attends, là je suis en train de rêver de ton corosol frit. Mais en réalité, tu vois, je peux même pas, enfin, c'est même pas ma recette, tu vois. C'est juste l'idée d'utiliser du corosol pas mûr et après tu utilises la même recette exactement que tu as l'habitude de faire avec ton poisson, mais tu vois, je pourrais déjà c'est pas mon idée et je pourrais effectivement je pourrais donner ma recette de la façon dont on fait nous le poisson frit, même si c'est à peu près voilà piment végétarien, enfin, c'est les mêmes épices pour tout le monde, je pense, même technique, un fond d'huile, tu retournes, enfin voilà, qui semble, tu vois, en fait c'est bête, mais c'est vrai que c'est tellement familial et tellement évident que on n'aurait pas l'idée de donner la recette. Et tu vois, pour moi, tous les Antillais, ils savent faire en fait ce poisson frit, et ça servirait entre guillemets à rien de la donner dans l'Hexagone parce qu'il n'y a pas de corosol, et j'ai pas non plus envie, tu vois, d'inciter les gens à aller à grands frais acheter du corosol, parce que tu vois, moi, je me l'autorise pas ça quand je suis dans l'Hexagone de consommer des trucs qui viennent alors que ça vient de chez moi, tu vois. Donc bon, mon but c'est pas non plus, tu vois, d'être cette végane qui au final promeut des trucs qui viennent de l'autre bout de la terre et qui fait que c'est tout le côté éthique est à la poubelle, tu vois. Donc voilà, je le dis pour tous ceux qui ont des corosols à proximité, localement, faites-le et vous ne mangerez plus jamais de poisson. J'ai un grand public dans les Antilles, hein, donc il faut le dire. Donc oui, mais je sais en plus que c'est des Antillais qui écouteront, enfin voilà, c'est pas que des Antillais, mais des afro-descendants qui écouteront plus le podcast.
Oui, c'est le public, mais il y a pas mal de gens dans les dom-toms, donc coucou. Et, et est-ce que le retour en Martinique, c'est quelque chose que tu envisages ou pas vraiment? Ça dépend des moments. Tu vois, là, concrètement, à l'approche de novembre, j'aimerais bien. Ça dépend des moments. En réalité, j'ai du mal quand même à me voir finir ma vie dans l'Hexagone. Après, par rapport au boulot, ça demanderait un changement que je suis pas encore prête à faire, dans le sens où ça a déjà été assez difficile de me lancer et de réussir à gagner ma vie, parce que à la base j'étais ingénieure, donc en mathématiques, donc absolument rien à voir avec la cuisine, tu vois. Tout changement, j'étais employée, voilà. Donc là c'est ma boîte dans la cuisine. Absolument rien à voir. Et c'est vrai que je suis pas une grande aventurière. Du coup, ça m'a déjà demandé énormément, et pour moi, c'était un peu genre ce changement-là, c'est pour toute la vie que je le fais. Et là, je vois très bien que si je rentre en Martinique, même si effectivement quand je rentre en Martinique, je suis épanouie à 100%, que je sais qu'il va y avoir de la demande, mais forcément, je cuisinerai autrement. Parce que je cuisine avec des choses qui sont locales. Enfin, il y a plein de choses qui changeraient. Et puis même si je suis pas quelqu'un qui fait énormément de partenariats, parce que voilà, c'est compliqué. Déjà, je suis noire, donc on sait. Ensuite, le véganisme, et puis voilà, je veux pas des trucs que toi on me propose. Même quand on me propose quelque chose, donc c'est déjà rare qu'on me propose des choses. C'est rare qu'on me propose des choses véganes, et c'est encore plus rare qu'on me propose des choses éthiques. Tu vois, souvent ça va être des trucs. La dernière fois, on me proposait des cocos qui viennent de Thaïlande, tu vois. Donc j'étais là, mais en fait, toi, j'étais là, mais non, toi, ou même les avocats, tu vois. Moi, j'achète 2 avocats l'année, des avocats d'Espagne. Mais même, tu vois, je me vois pas promouvoir l'avocat d'Espagne. Je sais pas, tu vois, c'est toujours des trucs qui, y a toujours quelque chose qui est pas hyper aligné avec mes valeurs, mais quand même, quand j'en fais, tu vois, forcément, j'ai une page, ça me rapporte de l'argent et ça rentre en compte. Dans ce qui me permet de gagner ma vie. Et puis surtout, j'ai des partenaires aussi à long terme avec qui je pourrais pas travailler en Martinique, parce que c'est des partenaires qui livrent exclusivement dans l'Hexagone. Ça demanderait un changement, pas aussi grand que celui que j'ai déjà fait, mais qui peut-être me fait trop peur pour le moment. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Non, mais c'est des vraies questions, hein. C'est un gros changement matériel d'aller habiter dans la Caraïbe. Du coup, en parlant de la Caraïbe, donc toi, tu as grandi dans un endroit qui était majoritairement noir, ou en tout cas afrodescendant. Est-ce que le spécisme, c'est quelque chose que tu lies à la race ou à d'autres types d'oppression si c'est pas la race, ou est-ce que pour toi c'est des choses séparées? Ah non, tout est lié. Tout est vraiment lié, parce que on est dans un système qui fonctionne grâce par la dynamique d'oppression. Donc le racisme, le sexisme, transphobie, tout ça, c'est vraiment juste les expressions de même système, et tu changes un petit peu les protagonistes, quoique le dominant est plus ou moins toujours le même, tu vois. Et en fait, si tu combats juste une des expressions du système, donc tu vois, pour faire à la limite, c'est que des exemples, quoi. Ok, bon ça on va l'arrêter, mais ça va devenir une autre forme d'oppression. Et donc tant qu'on sera pas tous libres, par libre, il faut donc détruire le système tout entier. Aucun de nous ne sera libre. Ça me semble évident, tu vois, parce que tu vois tellement les mêmes dynamiques, les mêmes similitudes pour toutes les oppressions. Et tu vois, enfin, un truc qui est tout bête, par exemple le sexisme, ça a le même nom a priori pour toutes les femmes, mais en réalité, les femmes blanches se battent pour qu'on arrête de considérer qu'elles sont fragiles. Et tu vois, et si tu combats le sexisme en prenant des petits exemples comme ça, un petit peu isolés, en mode c'est ça qu'il faut arrêter de considérer que les femmes sont fragiles, arrêter de considérer que si ça, ben en fait tu te rends bien compte que tu combats pas vraiment le sexisme, parce que moi qui suis une femme noire, ben aucun de ces trucs ça ne me concerne. Moi je subis aussi du sexisme, mais c'est de la misogynie noire. Et en fait, on considère pas que je suis fragile. On considère que je suis une sauvage agressive. Et juste quand je parle comme ça et que j'exprime mon opinion qui n'est pas la même que quelqu'un d'autre, je suis agressive. Tu vois, là, je te parle parce que je suis passionnée dans mon truc, mais je suis agressive, en fait. Parce que je suis noire. Et c'est pour ça, tu vois, donc ça, c'est juste, et tu vois, c'est dans le sexisme. Donc quand tu prends des petits exemples comme ça, tu vois bien que tu règles pas vraiment le problème. Et en fait,
ceux qui se retrouvent dans le sexisme, c'est pareil. Si tu dis tu règles le sexisme, mais pas le racisme, alors que c'est encore les oppressions du même système, ben tu règles pas le problème. Et puis ça va plus s'appeler sexisme, mais ce sera une autre forme de discrimination qui va aussi toucher des personnes non dominantes. Enfin, voilà. Donc tout est lié. Et pareil, les animaux non humains, ils sont aussi liés parce que, ben, on voit bien que dans le racisme, l'idée c'était de dire que les Noirs étaient des animaux. Donc, on peut pas dire que dans la dynamique, il n'y a pas cette, il y a pas de similitude, il n'y a pas de rapprochement qui sont faits déjà dans ce sens-là. Et puis dans le sens où on voit bien aussi que l'idée en fait d'avoir accès aux plantes, on a un petit peu tout fait pour que les racisés n'aient pas accès déjà à leur alimentation végétale ou grandement végétale, en tout cas plus végétale que maintenant qu'ils avaient avant. Donc ça aussi, ça prouve que les deux sont bien liés. Et on voit bien que les populations les plus pauvres, qui sont également comme par hasard les populations qui sont racisées, donc si ça aussi c'est pas un lien, voilà, ce sont souvent celles qui n'ont pas accès aux super bons fruits et légumes et compagnie, beaucoup plus aux États-Unis, mais aussi en France, tu vois. À côté, t'as toujours les options de bouffe de merde, quoi. Le kebab. Donc voilà, tu vois, c'est pas non plus le truc qui a le plus de vitamines, minéraux, etc. Tu vois, végétal, quoi. C'est ça. C'est pour moi, c'est vraiment difficile de dire que ça n'a absolument rien à voir, parce que ça a tout à voir en fait. Ça a tout à voir. Et ce cheminement antiraciste, ou en tout cas cette pensée antiraciste que tu lis au spécisme, est-ce qu'elle a évolué entre le moment où tu as quitté la Martinique et après? Est-ce que l'expérience française t'a donné un autre regard sur l'antiracisme, ou est-ce que t'as toujours su? Ah oui, ça m'a donné un autre regard parce que, comme tu dis, j'ai grandi dans un milieu qui était majoritairement noir. Alors, évidemment, en Martinique, il y a énormément de colorisme, mais parce que c'est juste, c'est pareil, hein, c'est du racisme, c'est la petite échelle, quoi. C'est la petite sœur, enfin, je sais pas si c'est pas la grande sœur, mais voilà. Il y a énormément de colorisme, mais c'est vrai que t'es quand même beaucoup plus protégé et c'est beaucoup plus facile de faire un déni parce que c'est ça, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure que c'est pas un complot, mais il y a nous aussi en fait, tu vois, ça fait mal de découvrir que tu subis toutes ces choses, même si on subit pas spécifiquement nous le spécisme, mais on nous enlève quand même quelque chose. Et donc c'est voilà qu'on t'a menti, voilà. Et c'est vrai que j'ai subi beaucoup de colorisme parce que je suis foncé de peau, mais franchement ça me paraît un peu ouf de dire ça, mais j'ai fait beaucoup de déni de ce colorisme. Déjà parce qu'on savait pas vraiment. Le colorisme, le mot n'existait pas. Et quand on est un peu toute seule à vivre le truc, on préfère se dire que non, on ne rassemble pas toutes les entre guillemets coïncidences pour se dire que on fabule pas. Et aussi parce que ça fait mal en fait de se dire juste parce que j'ai subi ça juste parce que je suis foncé de peau et que tu vois que les gens de prime abord ils pensent que je suis bête, tu vois. À chaque fois que je disais par exemple que je travaillais bien à l'école ou tu vois on me demandait mes notes ou je sais pas quel que soit, les gens étaient toujours étonnés. Et tu vois c'est plein de petites choses, des tout petits trucs comme ça qui sont des coïncidences, mais qui tu vois à un moment tu t'interroges pourquoi est-ce que à chaque fois que on parle tu vois, parce que dans ta scolarité, tu parles forcément de tes notes ou, je sais pas, même les gens de ta classe, quand ils découvrent que c'est toi qui as eu la meilleure note ou deuxième, enfin, voilà, que tu es dans le top, tu vois, il y a un étonnement, mais que quand c'est toi, pardon. Et pas les autres, tu vois. Qu'est-ce qui fait que, surtout que je portais des lunettes, tu vois, donc, a priori, ça devrait pas dû être étonnant, tu vois, que je sois bonne à l'école. Mais en fait, j'étais trop noire, quoi. Tu vois, il y avait quelque chose, voilà, qui n'allait pas. Et puis, tu vois, je sais que la première fois que j'ai capté aussi que j'étais foncée de peau, ça m'a fait mal au cœur parce que j'étais en 6e et il y a quelqu'un qui disait oui, mais c'est ce monsieur machin qui sait décrire. Et la prof a dit ah oui, mais monsieur foncé de peau comme Mélodie. Et en fait, j'ai regardé en mode mais c'est pas possible de dire ça parce que en fait je savais que foncé de peau ça voulait dire bon à rien, c'était péjoratif en fait, alors que en réalité ce n'est qu'un fait d'être foncé de peau. Mais toute ma vie, parce qu'on a grandi comme ça dans cette culture de colorisme, j'avais déjà vu qu'à chaque fois c'était associé à quelque chose de négatif et donc que c'était pas une bonne chose. Et de découvrir qu'en réalité j'étais foncé de peau, ce qui était un fait, ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai capté que c'était associé à toutes ces choses, tu vois.
Et fait, je dis ça, ça m'a fait mal au cœur sur le moment, et après j'ai vite balayé hein, quand même, hein, parce qu'encore une fois, le déni c'est plus facile, tu vois. Mais voilà, donc beaucoup de déni, même si les événements m'ont marqué, tu vois, c'est resté un peu gravé toutes ces choses. Et par contre, quand tu arrives dans l'Hexagone, full on racisme, c'est compliqué, tu vois. Il y a un moment, tu peux plus faire le déni, surtout que il y a les réseaux sociaux, il y a la parole qui un petit peu se délie. Ben pareil, tu peux commencer à t'informer, tu peux mettre des mots sur tout ça. Donc ça aurait été compliqué. Surtout que je suis assez curieuse et tout, donc j'aurais pas trop pu rester dans le déni longtemps. Et puis comme je te dis, en fait, cette espèce de curiosité pas malsaine, tu vois, parce que ça aide, mais un peu en mode horrifié, et de découvrir et de continuer à écouter des gens, écouter des podcasts, etc., les travaux des sociologues et compagnie, qui lit un petit peu tout, et qui fait que en fait tu te dis c'est comme ça que tu vois, tu comprends que c'est lié, et que tu peux plus dire que tu subis pas ça, que tu peux plus dire que c'est des coïncidences, tu peux plus dire que c'est pas lié, et que voilà. Je ne sais pas encore une fois si j'ai répondu à la question, parce que je suis partie un peu loin, mais Ah si. J'allais dire oui. Comment est-ce qu'on sort du déni et comment est-ce qu'on passe de sortir du déni à aussi être fier en fait, parce que c'est le moment où tu réalises que du coup toi tu es foncé, c'est le moment où tu mets deux et deux ensemble, que tu te rends compte que toutes ces choses négatives qu'on t'a dit c'était lié à ta peau. Ouais, comment est-ce qu'on sort du déni et comment est-ce qu'on regagne un peu d'estime de soi? C'est une question très vaste, hein, je suis désolée. Alors la sortie du déni, comme je t'ai dit, c'était un petit peu malgré moi, parce que il y a un moment, quand trop de coïncidences, en fait, tu peux plus continuer à enfouir en te disant que c'est juste des coïncidences et que c'est rien. Et puis aussi comme je disais, les témoignages d'autres qui ont vécu la même chose que toi, et tu peux plus faire comme si tu vois, parce que moi de base, si quelqu'un me parle mal, je vais pas dire que c'est du racisme, tu vois. Mais il y a un moment où il y a une façon de parler mal, il y a des circonstances, il y a des regards, il y a les petits mots qui font que tu sais, et que c'est pas des coïncidences, parce qu'en réalité c'est ça. Moi avant, je me disais si on m'a pas traité si on m'a pas dit le N-word, tu vois, c'est pas raciste. Tu vois, c'était ça un petit peu que je me disais avant. Et en fait, non, parce que si tu vois, je vais chez le médecin et qu'il me répond là il y a un petit truc, mais bon, c'est probablement un fibrome, et puis de toute façon les femmes africaines, vous avez beaucoup de fibromes, c'est raciste en fait, parce que sous prétexte, en quoi ça m'avance, je sais pas. Là c'est un cancer, mais comme les femmes africaines elles ont ça, donc c'est pas un diagnostic, c'est pas, en quoi ça m'aide, tu vois. Et tu sens en plus qu'elle va même pas investiguer le truc, parce que comme c'est probablement, tu vois, comme tu vois, t'es noir, africaine, en plus l'Afrique c'est quand même assez grand, tu vois, donc tu te dis, est-ce que partout en Afrique il y a le même symptôme, tu vois, je sais pas, tu vois, des trucs, non seulement c'est pas un diagnostic, mais non seulement même si c'est vraiment ça, tu vois, le fait que tu me dises que tout le monde a ça va pas m'aider, mais en plus, en fait, j'ai senti que t'as fait ton diagnostic parce que t'as vu que je suis noire, en fait. Du coup, c'est hyper raciste, 100%. Mais elle m'a pas dit le N-word, effectivement, mais elle est quand même raciste, et elle m'a quand même pas c'est ma santé, tu vois, c'est voilà. Pareil, le logement, quelqu'un qui sent que je le sens pas trop de vous donner ce logement là, pourquoi en fait? Tu vois, c'est pour le boulot, en fait. Tu vois, moi j'ai quand même eu énormément de chance dans mon parcours, je pense aussi parce que j'ai grandi dans un milieu qui était noir, donc j'ai eu accès à des études, etc. Mais et j'ai le privilège de classe, mes parents sont de la classe moyenne, mais néanmoins j'ai quand même effectivement subi beaucoup de racisme ordinaire, médical, etc., qui m'a obligé à ouvrir les yeux. Et forcément, en fait, t'es fier parce que quel que soit ce que t'as accompli, tu sais que tu l'as accompli en étant une femme noire, malgré le fait que t'es une femme noire sans ambiguïté. Et donc oui, t'es obligé d'être fier et de lever la tête, parce que sinon, ça veut dire que t'as honte d'être qui tu es, tu vois. Donc quand tu franchis des obstacles, quand tu continues à avancer en sachant que toute ta vie tu vas avancer en tant que ça, tu peux pas juste avancer en tant que personne, t'es obligé d'être fier, sinon tu tentes plus rien, tu vois, tu continues pas. C'est ça. Et en parlant d'accomplissement, tu as un blog qui s'appelle My Love. Et quand est-ce que tu as commencé ce blog? Et est-ce qu'il était vegan depuis le début aussi? Ou qu'est-ce qui s'est passé au départ? J'ai commencé en même temps que j'ai commencé à me renseigner, mais comme je te disais, en 2016. Donc c'était pas vegan au début. C'est devenu vegan avant moi, entre guillemets, parce que toi, c'est plus végétalien, quoi, du coup. Avant que moi je ne sois végane, parce que je me disais, ah oui, mais en fait effectivement, si je veux
pour ma santé, encore une fois, réduire les produits d'origine animale, dont les œufs. Il faut que déjà je commence à créer des recettes sans les œufs parce que je pourrais pas le faire du jour au lendemain et tout. Et donc, en fait, ça m'a presque aidé. Ça m'a presque aidé parce que tu vois, il y a aussi cette chose qui est difficile. C'est que on a appris à manger avec des produits d'origine animale et on est un petit peu perdu sur la composition des assiettes, sur tout. En fait, forcément, tu sais même pas. En fait, tu vois pas par où commencer pour changer ton alimentation quand t'as des habitudes. Et c'est vrai qu'au final, le fait que j'anticipe la chose, surtout que dans les gâteaux, c'est pas comme si t'as un manque. Voilà, bon, si c'est pas bon, c'est pas bon, mais tu sens pas le goût de l'œuf dans le gâteau. Sinon, c'est pas vraiment un bon gâteau. Donc, je pense que au bout d'un an, peut-être, en 2017, en tout cas, c'était végétal. Du coup, comment, parce que 2016, donc c'était quand même il y a longtemps sur l'échelle du véganisme, en tout cas en milieu francophone. Et comment est-ce que tu as vu le véganisme sur Internet évoluer en 5 ans? Je suis pas une super grande fan d'Instagram en réalité ou des réseaux sociaux. Et bizarrement, même si moi j'adore cuisiner, je vais pas aller vers des gens qui font en réalité de la nourriture végane. Donc bien sûr, je suis tombée sur tous les trucs habituels, avocado toast, donc très problématique, tu vois. Et où, tu vois, j'ai même pas d'autres idées de choses, tu vois, les trucs véganes qui sont un peu, qui sont pas véganes en fait, mais c'est plus de la mode. Ça, forcément, je l'ai vu comme tout le monde, mais c'est vrai que, par exemple, mes amis du boulot, entre guillemets, que je me suis fait grâce à Instagram, c'est beaucoup des gens qui sont aussi venus vers moi parce que moi, je suis pas quelqu'un qui fouille beaucoup sur Instagram, qui scrolle, en fait, Instagram. Et j'ai aussi une personnalité très introvertie, donc j'ai du mal à aller vers les gens. Donc c'est vraiment que des gens qui sont venus vers moi et donc c'est principalement des gens qui sont pas véganes. Donc j'ai vraiment eu du mal à voir comment ça a évolué en réalité dans le monde des influenceurs véganes sur Instagram. Après je sais quand même que il y a la majorité c'est pas du vegan et bon voilà, je pense que c'est forcément dans les mentalités, etc. C'est un peu plus accepté le véganisme. J'ai plus à l'extérieur en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de restos qui sont véganes, que quand on en parle dans la vraie vie, les gens sont un peu moins choqués que tu sois végane, un peu plus intéressés. Mais sur les réseaux, j'ai vraiment du mal parce que je suis pas dans la communauté en réalité sur Instagram. Et est-ce que dans ton public, du coup, bon, j'allais dire, est-ce que tu as un public partiellement afro-vegan, mais quand t'as 145 000 abonnés, t'en as forcément. Mais est-ce que tu interagis avec ton public afro-descendant un peu, ou est-ce que vous parlez, est-ce qu'il y a un échange ici? Oui, alors c'est sûr et certain que la majorité des personnes qui me suivent ne sont pas des personnes noires parce que, comme j'ai dit, tu vois, ça, déjà je fais beaucoup de pâtisserie, donc c'est plus dur aussi de voir l'influence antillaise. Et je consomme voilà local. Quand je suis pas en Martinique, en fait, ça se voit pas spécialement que je suis antillaise parce que si tu fouilles pas et que tu vois pas la partie épices ou mode de cuisson, mais juste à l'œil comme ça, tu vois des pommes, bon ben voilà quoi. C'est pas forcément ce qui fait voilà le plus antillais. Donc c'est vrai que ma communauté, je pense que c'est principalement des personnes de l'Hexagone et des personnes blanches, mais c'est vrai qu'en story, surtout, je suis antillaise, donc tu vois, je vais quand même utiliser, ma culture se voit, tu vois, il y aura des musiques ou des références, j'ai un accent, des Antilles, etc. Et où on peut se comprendre sur des blagues ou des mots, peu importe. Et donc en DM, même si pareil, comme je suis très introvertie, je suis pas hyper DM, mais j'interagis pratiquement avec autant de personnes noires que de personnes blanches, tout en sachant que ma communauté est principalement blanche. Mais je pense que les noirs viennent beaucoup aussi vers moi, et puis tu vois, pour m'écrire, pour me dire que ils sont hyper fiers de voir que je suis antillaise et que s'il y a une antillaise qui réussit, parce que voilà, c'est ça aussi qui fait que je suis pas trop dans la communauté végane Instagram, c'est parce que en plus il n'y a pas énormément de personnes
afro en fait. Et donc du coup, on se va se connecter sur la partie vegan, mais s'il n'y a pas la partie afro, la partie qui est déconstruite, l'intersectionnalité, même si je suis pas hyper fan de ce mot, ça va pas hyper m'intéresser. Enfin bref. Et du coup, il y a quand même beaucoup de personnes afro et antillaises en particulier qui me parlent en DM quand elles se rendent compte que je suis noire, puisque ça se voit pas spécialement sur ma page. Enfin, la photo de profil, oui, mais quand tu regardes juste la bouffe, tu le vois pas. Et évidemment, parce que c'est pratiquement que de la bouffe, et qui viennent en story, qui me voient et qui ensuite découvrent les Antillaises, qui me disent bravo, merci beaucoup, mais que du coup mais elles aussi elles ont tenté dans leur famille parce que voilà, et parce que j'ai aussi quand même beaucoup de recettes antillaises qui ont été végétalisées, du coup même si c'est que pendant 2 mois dans l'année, mais ça me laisse le temps de faire pas mal de choses. Donc je saurais pas dire exactement, mais je sais que ils sont là et qu'ils sont contents. Et quand je rentre en Martinique aussi, il y a pas mal de fois où on me demande en fait de faire des rencontres, tu vois. Donc c'est hyper, enfin ça fait plaisir et c'est hyper gratifiant quoi. Bah ouais, ça m'étonne pas, hein. J'étais super contente de découvrir ta page aussi. Tu t'es dit, ah quand même, il y a des comptes afro qui montent à 140 000 abonnés, donc c'est clairement très très motivant. Est-ce que quand tu retournes en Martinique, parce que t'es quand même là-bas assez souvent, comme tu l'as dit, est-ce que t'as pensé à ouvrir un blog de cuisine anti-centré ou afro-centré, ou faire une sous-partie de ton blog sur ça quand tu es là-bas? Ou est-ce que tu le fais déjà? Alors en réalité, il y a effectivement de temps en temps, tu vois, il y a une partie de mon Instagram qui qui est afro-centrée. Alors c'est sûr et certain que quand je rentrerai en Martinique, parce que pour moi c'est plus une question de quand que de si, et c'est pour ça aussi que je suis pas hyper stressée, tu vois, je me laisse le temps. Comme je t'ai dit, tu vois, moi là-bas, enfin partout où je suis, je mange local et de saison, et là-bas avec encore plus de plaisir parce que c'est ma culture, tu vois, donc ça fait forcément ça sera afrocentré ce que je vais faire. C'est vraiment pas en mode que je vais avoir spécifiquement un but de faire quelque chose d'afrocentré. C'est juste que ben ça fait déjà partie de mes valeurs de faire du local et de saison. Et ben, en plus c'est ma culture, donc c'est clair et net que ce sera pas autrement. Donc ça le deviendra automatiquement en fait. J'attends ça avec impatience parce que à chaque fois que je regardais ton blog, je me disais mais moi, je te l'ai déjà dit, hein, mais la force de ton Instagram, il y a la créativité, 2, t'as une puissance de travail qui est incroyable. Tu publies très souvent et des recettes qui sont différentes et toujours, je sais pas, le renouveau sur ton blog, il est dingue. Donc je me disais mais le jour où elle va mettre en valeur les produits entiers parce qu'elle est dans les Antilles, parce que j'ai bien capté le truc local, tu vas être invincible. Tu vas être invincible, quoi. Même l'histoire du corosol, je me dis, mais punaise. Bon, c'est certainement pas moi qui y aurais pensé, parce que personne n'a envie de manger ma cuisine. Mais c'est excellente. Mais tu vois, je suis persuadée qu'il y a tellement, parce que du coup, ouais, je rentre pas suffisamment pour, en réalité, exprimer autant de créativité que quand je suis dans l'Hexagone, parce que ben, j'ai même pas encore eu le temps de végétaliser tout. Tellement il y a des choses, tellement notre culture elle est riche en saveurs, en techniques de cuisson, blaf, bouillon, machin. Enfin, il y a tellement de trucs que je pense que ça va déjà me prendre énormément de temps de terminer. Mais même une fois que entre guillemets j'aurais tout végétalisé, mais comme tu dis, enfin, on a tellement de diversité de fruits et de légumes qu'il y a encore des trucs à inventer, quoi, parce que ben justement des trucs qu'on n'a pas encore eu le temps d'inventer parce que on a introduit beaucoup de viande dans l'alimentation et que c'est la viande qui est devenue le point central, mais du coup on n'a pas appris, ben c'est le corosol, tu vois, avant on n'avait jamais eu l'idée, tu vois, de le travailler comme ça, et je pense qu'avec la diversité de fruits et légumes qu'on a, ben il y a énormément de choses qu'on peut travailler autrement et créer, et que enfin ce serait juste ouf, quoi, juste ouf. Complètement. Bah moi j'attends de voir l'évolution de ton compte avec impatience. Et la dernière question que je voulais te demander pour le compte, c'est je trouve que ta communication elle est très intelligente sur Instagram, et je voulais te demander comment est-ce que tu mets des barrières vie privée, vie publique avec autant de personnes qui te suivent en fait, parce que c'est beaucoup de pression, j'imagine. Comment est-ce que tu choisis ce que tu publies, ce que tu publies pas? Comment on protège son image, en plus avec le racisme et le sexisme qui sont les fardeaux des femmes noires sur Instagram aussi. Alors ça vient beaucoup avec le temps. Alors la première chose, c'est que
comme je te disais, je suis pas. En fait, c'est presque par hasard que je me suis retrouvée sur Instagram parce que je suis vraiment pas très réseaux sociaux. Pour moi, c'était vraiment plus comme un outil parce que je suis pas réseaux sociaux, mais pas en mode pas en étant contre les réseaux sociaux. C'est juste que j'ai pas ça m'attire pas autant que beaucoup de gens qui scrollent beaucoup. C'est vraiment juste ça. Quand je dis que je suis pas réseaux sociaux, c'est pas parce que j'ai quelque chose contre, parce que bon, il y a des avantages et des inconvénients et des avantages. Je vais pas cracher dessus à l'évidence pour monter ton business, te faire connaître, c'est un avantage énorme. Donc c'est plus dans l'utilisation où c'est vrai que moi je regarde pas beaucoup ce que les gens font, j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Moi je suis plus je regarde des séries, tu vois. Ça c'est plus mon truc. De base, je pense que j'ai pas trop cette personnalité qui a envie trop de tout partager à tout instant de sa vie privée. Donc je l'ai jamais beaucoup fait. Après c'est vrai que par exemple il y a des choses que j'ai changées en 5 ans. Au début, alors même si j'ai jamais montré ma vie intime, ma vie intime, tu vois, mais par exemple mes amours, j'ai jamais montré personne. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, on savait si j'étais en couple ou pas, et on entendait, tu vois, la voix. Et ça, tu vois, pareil, j'ai vite arrêté parce qu'au début, t'es obligé de savoir un petit peu c'est quoi ta limite. Et j'ai vite arrêté parce que les gens, ils font des remarques, tu vois, même s'ils voyaient pas, même s'ils entendaient pas. En fait, il y avait toujours des gens qui font des remarques. Je sais pas, tu vois. Les gens, ils ont un peu l'impression quand même de te connaître, ce que je comprends de côté, parce que même moi qui suis pas à fond sur les réseaux, s'il y a des gens que je regarde un petit peu, que j'aime bien, même si j'ai juste regardé 4 vidéos, tu vois, tu te sens un peu proche, parce que ça fait partie du truc, c'est le principe, en fait. Mais il y en a qui vont un peu loin, qui oublient que moi, je les connais pas, et qu'en réalité, ils me connaissent pas vraiment, ils connaissent juste ce que j'ai bien voulu montrer, et qui donc se permettaient, tu vois, de faire des commentaires sur tout en fait, le moindre truc qui passait, tu vois, d'extrapoler, et ça me dérangeait énormément. Et parce que pour moi, je me suis rendu compte que ça faisait partie de l'intime, et je pense que c'est ça qui est important, c'est de décider ce qui pour toi fait partie de ta vie privée, et de ne plus le montrer. Donc en fait là maintenant, les gens ils savent pas si je suis en couple, si je suis pas en couple. Un autre truc pour moi qui est intime, c'est vraiment mes parents, tu vois, mes parents, ma famille. Il y a des limites, donc ils savent. On entend mes parents, on les voit pas trop. Mon père, on peut l'apercevoir, pas ma mère parce que aussi elle veut pas, mais on sait pas. Je vais pas raconter les choses sur quel type d'enfance j'ai eu avec mes parents. C'est voilà, il y a parce que j'ai pas envie en fait qu'il y ait ce jugement parce que pour moi je considère que ça me regarde. J'ai pas non plus envie, même si c'est que des choses positives en fait, et je pense que ça se voit aussi parce que je suis proche de mes parents et tout. Mais pour moi, j'ai pas envie voilà qu'il y ait un jugement sur vraiment les choses. Ma vie privée avec mes parents, les gens qui sont très 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 proches de moi, et aussi pareil, si je peux très bien dire que je vais boire un verre, que je vais au resto, que je sors ou qu'il y a des gens qui viennent chez moi, mais si c'est pas des gens qui sont influenceurs et dont c'est le boulot, du coup, je vais certainement pas montrer. Ou alors rapidement, ou parce que ça va faire partie. Enfin, je vais pas dire oui, voilà, je vous présente machin. Tu vois, ça peut faire partie de trucs où ils ont testé une recette et je vais dire et puis c'est quelque qu'on va voir de façon impromptue. En fait, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 flou en réalité, mais que tu acquiers avec le temps et les erreurs. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait un petit peu et du coup j'ai ajusté en fait. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui pourraient dire que je confie beaucoup de ma vie privée, j'imagine, parce que pour eux ça fait peut-être partie de la vie privée. Et il y en a d'autres qui pourraient dire que je confie rien du tout, parce que justement ils ont l'impression que je montre pas que des choses privées. Mais pour moi en fait c'est ça, je montre tout ce qui pour moi n'est pas intime. D'accord, merci beaucoup. Et là, on arrive à presque 1 heure, du coup, je vais arriver à des questions un peu conclusives. À quoi est-ce que ton entreprise ou ton blog ou ta vie ressemblera dans 5 ans? Aucune idée. Tu sais, parce que, tu vois, comme on disait, là, déjà, ça fait 5 ans que j'ai commencé et j'ai l'impression que c'était hier et en même temps que c'était il y a un siècle. J'ai un petit peu, tu sais, cette fatigue. Alors, je dis tu sais, mais tu sais probablement pas parce que je l'avais pas anticipé avant. Mais c'est vrai que quand tu travailles sur les réseaux, il y a cette chose à laquelle on pense pas, c'est que ton bureau ne ferme jamais.
C'est pas comme avant quand j'étais en entreprise où tu vois je partais le soir et en fait ben tu laisses tomber hein, même s'il y a un truc que t'as oublié et tout. Ben alors si c'est vraiment un truc grave évidemment tu vas être un peu stressé, mais en général t'arrives bien à savoir que ben de toute façon c'est que demain matin que tu retournes, donc tu profites de ta vie. Et le week-end pareil. Alors que là, Instagram ne ferme jamais. Il y a toujours des gens qui commentent, qui like, qui mettent des choses, qui attendent quelque chose de toi. Et c'est même si j'ai beaucoup amélioré, ben toi le contenu aussi. Avant, je m'épuisais à essayer de poster tous les jours et forcément la qualité s'en ressentait. Enfin voilà, bref, il y a épuisement total. J'ai essayé d'ajuster tout ça, mais il y a quand même ce petit bourdonnement constant que il y a Instagram là en fait. Je me réveille, il y a Instagram et je me force à ne pas ouvrir directement Instagram ou dans la journée ou quand j'ai une vie sociale etc. Mais il y a quand même ce petit bourdonnement qui à la longue est très épuisant. Ou même quand je rentre en Martinique, j'ai pas de vacances à 100%. J'ai cette chance inouïe d'avoir autant de vacances que je veux en théorie et je vais pas me plaindre, mais ce que je veux juste dire c'est que en réalité il y a jamais de vraie coupure. C'est ça un petit peu pas le retour de bâton comme on dit, c'est le prix à payer entre guillemets pour avoir beaucoup de liberté, c'est de ne jamais en avoir totalement. Et du coup, c'est vrai que ça, j'ai déjà un petit peu tout essayé de réajuster, etc. Et je me rends compte quand même que ça m'épuise, que des fois je suis fatiguée, des fois je me sens un petit peu à bout à cause de ça. Et j'arrive pas encore, peut-être parce que je suis pas encore assez épuisée, tu vois, à me dire, je coupe mon téléphone, à prendre une mesure radicale en fait, pour vraiment être pendant juste quelques jours, une semaine libre à 100%. J'arrive pas encore à le faire, mais clairement du coup ça fait que j'ai quand même du mal à me projeter en continuant comme ça. Donc soit faudrait que je trouve une autre solution, j'apprenne en fait, comme j'ai appris un petit peu à ajuster, j'apprenne à des fois vraiment couper à 100%, ou je sais pas. Faudrait que quelque chose d'autre change parce que c'est sûr que ça pourra pas continuer. Dans 5 ans, tu vois, je pourrais pas. C'est sûr que je serais trop épuisée par tout ça. Et pareil, tu vois, peut-être dans 5 ans, Martinique, j'aimerais bien. Peut-être voilà. Honnêtement, je m'imaginais pas ici il y a 5 ans. Et du coup, j'arrive pas à m'imaginer où je serais dans 5 ans. Mais je pense que ce sera pas exactement comme maintenant parce que comme je t'ai dit, je sais que je vais pas y réussir. Et peut-être que ce seront juste des tout petits changements en fait que je vais faire qui vont me permettre de ne plus être épuisée. Mais voilà, j'ai du mal à me dire que rien ne changera et que je vais pouvoir continuer. Oui. Et du coup, comment est-ce que dans tout ça, entre Instagram, le fait que, comme j'ai dit, t'as une puissance de travail qui est juste dingue, comment est-ce que tu prends soin de toi? J'ai du mal, je sais pas trop en fait. J'aimerais te dire, je fais du sport. En fait, j'ai vraiment l'impression des fois d'être une meuf médiocre. Une meuf médiocre, tu vois, par rapport à... Alors, je sais que c'est faux, tout ce que tu vois sur les réseaux de gens qui ont des vies parfaites, qui se réveillent au moment de... Oui, je me réveille, je fais mon yoga, je prends mon machin, mon green smoothie, après je fais ci, ça, ci. Alors que moi, en fait, chaque jour, il y a un truc. Tu vois, si j'ai pris un green smoothie aujourd'hui, ça veut dire que tout le reste, c'était la merde, quoi. J'ai couru partout, j'ai galéré, j'ai testé 50 recettes, ça a pas marché, j'ai dû les manger parce que bon, voilà, je veux pas gaspiller. Voilà. Et du coup, après, j'ai pas eu la force de faire du sport. Enfin, là, ça fait des mois que je fais pas de sport, tu vois. Et que je me dis qu'il faudrait, mais j'arrive pas à me résoudre, enfin, à trouver juste l'espace où je me dis, bon, réfléchis. Tu vois, comme je me lasse un peu. Et je pense que ça fait partie d'un petit peu cette personnalité du fait que je scrolle pas sur... J'ai pas bien identifié quel était mon problème. J'ai un problème, je fuis des choses. J'ai une personnalité qui fuit quelque chose, je sais pas quoi exactement. Et du coup, je suis pas trop accro. Je me lasse vite, en fait. Je me lasse vite parce que, comme quand ne me permet plus de fuir, ça m'intéresse plus. Je sais pas. Là, je suis en train j'ai essayé un petit peu d'analyser pourquoi. Voilà, je me lassais assez rapidement de plein de choses. Mais ouais, le sport, ça me lasse et j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais tout m'a lassé. Et du coup, là, je sais plus trop quoi faire. Je cherche un truc qui me lasserait pas et en même temps, je fais rien. Enfin voilà, donc j'aurais dit, c'est sûr que quand je faisais du sport, ça aide. Enfin, c'est bon pour la santé. Enfin, je vais pas
essayer de vous convaincre que de te convaincre que le sport c'est bon, c'est bien. Mais voilà, là clairement, j'essaye juste en fait d'être indulgente avec moi-même au quotidien. S'il y a pas de recette, il y a pas de recette. Si il n'y a pas eu autant de likes, bon ben je remets pas toute ma vie en question, je me dis pas que voilà, je me dis bon ben ça n'a pas plu, fait voilà, c'est le seul truc que je fais pour que ça se passe bien, c'est d'essayer d'être indulgente, tu vois, mais je sais que je suis pas encore assez indulgente et que je prends pas encore assez soin de moi au quotidien et c'est pour ça aussi que comme je te disais tout à l'heure, je sais que ça peut pas durer quoi. T'es pas une meuf médiocre, hein, ceci dit. Non. Quand je dis que je suis une meuf médiocre, c'est plus dans le sens où, comme je t'ai dit, je suis quand même fière de tout ce que j'ai fait, etc. Mais je vais pas être la meuf qui va t'inspirer dans ton quotidien. Tu vois, et en fait, j'ai pas envie de pas être une meuf médiocre aussi de notre côté. J'ai juste envie d'être suffisamment, d'être bien, tu vois, d'avoir un bon espace mental, etc., d'être bien dans mon quotidien. Mais tu vois, quand je dis que je suis une meuf médiocre, c'était plus dans le sens où je suis pas la meuf que tu vas suivre, tu sais, les trucs de développement personnel et tout. Ce que je n'aime absolument pas. Donc c'est pour ça que, en fait, c'est pas médiocre péjorativement, c'est médiocre dans le sens où quand tu regardes les gens qui font du développement personnel, ben on te fait quand même comprendre un petit peu que si tu fais pas tout ça, t'es médiocre quoi. C'est plus c'est à moitié sérieux, à moitié la blagounette par rapport à cette histoire de développement personnel et justement d'influenceurs qui font tout parfaitement quoi. Bah tant mieux en fait, tant mieux. Je crois qu'il faut que les gens ils sachent aussi l'ampleur du travail qu'il y a derrière et d'à quel point le quotidien c'est pas toujours facile parce que ça finit par être complexant. Est-ce que tu aurais des conseils, un peu en question de conclusion, est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui commence à se pencher sur la question du végétalisme et qui sait pas trop par où commencer? Oui, le premier conseil, c'est ça marchera pas si on n'a pas déconstruit. Donc il faut s'éduquer, mais faut pas forcer l'éducation. C'est-à-dire que oui, t'as capté que la vache c'était comme un chat, mais en fait il y a quand même entre le fait que tu l'aies compris dans la moitié de ton cerveau qui est logique et que ça fasse l'impact dans la moitié de ton cerveau émotionnel, tu vois, ça prend du temps et ça tu peux pas décider. Donc faut pas le faire subitement parce que c'est sûr et certain que ça sera comme une restriction et que tu vas craquer. Faut vraiment s'éduquer et aller à son rythme et en même temps qu'on s'éduque cuisiner parce que même si le véganisme c'est pas que la bouffe mais c'est quand même un peu le truc qu'on fait au quotidien plusieurs fois par jour donc voilà et qui a une charge émotionnelle donc vraiment tester des plats de temps en temps quand on sent qu'on a l'énergie tester des plats véganes et faut pas se dire en fait alors là ça c'était pas bon donc c'est le véganisme qui est pas pour moi parce que tous les jours on mange des trucs végétaux donc rien à voir c'est juste que mais pareil en fait le temps de trouver nos plats préférés ça prend du temps en réalité quand on le fait comme ça en s'éduquant et en parallèle en testant un nouveau type d'alimentation assez rapidement parce que oui j'ai dit 1 an et demi c'est de côté c'est long mais de notre côté en fait si on attend d'être prêt subitement des fois en fait ça fait 1 an et demi que les gens ils se disent qu'ils vont commencer ils le font pas tu vois donc c'est pour ça que je dis que en fait en réalité si juste on commence sans pression à s'éduquer et à tester des plats de temps en temps à son rythme très rapidement on devient vegan parce que si on a déjà la volonté de déconstruire il y a aucune raison qu'on ne déconstruise pas quoi. Sur ces bons mots, merci Mélodie d'avoir accepté cette invitation, merci beaucoup. Avec plaisir, franchement c'était très sympa. Pour les auditeuristes, si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce podcast, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation.